Et on va essayer d'aller un peu plus loin sur cette attaque au Niger. Rony Broman, merci d'être avec nous. Vous êtes médecin humanitaire, ancien président de Médecins sans frontières et actuel membre de MSF. On va vous retrouver dans un instant, mais d'abord, on est en direct avec Niagale Bakayoko. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'African Security Sector Network. Voilà 6 ans que la force française Barkhane est présente dans cette région du Sahel. Est-ce qu'on peut penser que c'est la France qui était visée à travers cette attaque ? Alors, il me semble que ce qui était visé avant tout à travers cette attaque, c'est l'action humanitaire, la communauté humanitaire. Ce qui ne fait pas de doute, c'est que le véhicule attaqué portait une immatriculation d'ONG. Donc, il est très clair que ce sont des acteurs humanitaires que l'on a voulu frapper. Est-ce que les assaillants avaient été informés en amont de la nationalité des personnels qui étaient à bord de cette voiture? Est-ce qu'ils ont été suivis? Est-ce qu'il y avait une cellule à Niamey? Toutes ces questions, c'est à l'enquête de le déterminer, et cela démontre une fois de plus non seulement la nécessité de protéger l'espace humanitaire, mais également la nécessité de renforcer la chaîne pénale et la capacité à mener des investigations pour démanteler les différents réseaux terroristes. Rony Broman, des civils et des locaux sont tués régulièrement dans la région du Sahel. La responsabilité de l'État nigérien, ou son absence peut-être, est-ce qu'il n'est pas là le vrai problème finalement, au vu de ce que nous dit aussi Niagale Bakayoko? Oui, enfin, au Niger comme au Mali ou au Nigeria, où on constate de nombreuses attaques terroristes de ce type-là, on n'a pas affaire à des tueurs nés, on n'a pas affaire à des gens assoiffés de sang qui veulent se nourrir de la mort de leurs prochains. Pas du tout. Il y a évidemment un contexte politique, la corruption, le népotisme, le détournement d'élections, le détournement de fonds, des répressions aveugles qui s'exercent notamment dans le cadre de la lutte antiterroriste, où des populations, en particulier par exemple les Peuls au Mali, à plusieurs reprises ont été pris pour, disons, des coupables a priori par l'armée malienne. Donc on a à déplorer à la fois de la corruption et de la violence. Et tout cela nourrit naturellement les groupes terroristes qui recrutent des jeunes en pleine désespérance, en plein désarroi, à qui ils fournissent à la fois un cadre, des salaires, les moyens d'exister socialement. Ils les fanatisent, ils leur lavent le cerveau, si l'on veut. Dans ce contexte, je crois que décider a priori que les humanitaires ont été pris pour cible en tant que tels, c'est à mon avis aller plus vite que la musique. C'est possible, naturellement, je n'écarte pas cette hypothèse, mais on peut aussi bien penser que cette zone, qui était une zone touristique, considérée comme sûre, où venaient des diplomates, des touristes étrangers, des touristes locaux, pouvait être une cible de choix pour un groupe terroriste, par exemple la filiale locale de Daesh, et de façon à montrer qu'aucune zone n'était sûre. Et pour cela, alors qu'on est en attaquer des zone étrangers... jaune, hein, là on le précise, donc ni orange ni rouge, donc pas forcément dangereuse. Tout à fait. Donc ces humanitaires n'ont commis aucune transgression. Ils ne sont pas allés au-devant d'un danger qui était signalé. Ils pensaient être en sécurité. Ils ont été en effet attaqués totalement par surprise. Je pense que si les humanitaires étaient attaqués en tant que tels, c'est peut-être sur les lieux de leurs opérations qu'ils le seraient. Là, il est probable que ce sont des étrangers, des touristes, et peut-être en effet des Français en tant que tels, mais je pense surtout que ça, si vous voulez, le fait d'attaquer des touristes dans une zone considérée comme sûre montre des gens qui étaient, en l'occurrence, pardon, ce ne sont pas des touristes, mais ils faisaient une excursion touristique un dimanche pendant leur jour de repos. Ça montre que aucune zone n'est sûre, que donc ces groupes peuvent en quelque sorte mettre en difficulté le gouvernement quand ils le veulent et à peu près où ils le veulent. Ça a des conséquences pour les acteurs de l'aide en général, naturellement. Parce Quelles sont-elles, ces conséquences? On se demande comment on peut agir dans toute cette zone qui a un très grand besoin, voilà, qui a un très grand besoin d'aide internationale, d'aide alimentaire, d'aide technique, mais qui deviennent de plus en plus isolées du fait de l'action de ces groupes. Cela étant, ça n'est pas par la protection de chacun par des forces étrangères, par des forces de police, qu'on va résoudre ce problème. C'est plutôt par le traitement
à la racine des problèmes politiques qui ont engendré cette situation. Justement, Niagale Bakayoko, une réaction peut-être sur la responsabilité de l'État, du gouvernement nigérien dans tout cela? Alors, je suis très heureuse d'entendre Ronnie Broman parler des questions de gouvernance, parce qu'en effet, elles sont absolument au cœur de la crise actuelle, et notamment dans le secteur de la sécurité. Vous évoquez les questions de népotisme, la question des détournements de fonds des budgets de la défense au Niger, qui a été mise au jour par l'inspection générale des armées du ministère de la Défense elle-même, et ce scandale de détournement des fonds qui se produit également au Mali, comme on a pu le constater à travers les investigations menées par l'équivalent de la Cour des comptes dans le pays, ou encore l'enquête qui a été ouverte au Burkina Faso, prouve en effet que les questions de gouvernance de la sécurité sont absolument centrales, tout comme le sont les questions de respect des droits de l'homme par les forces de défense et de sécurité, parce que malheureusement, les forces de défense et de sécurité des 3 pays de la zone des 3 frontières ont vu certaines de leurs unités mises en cause de manière très documentée, aussi bien par les Nations Unies que par des organisations de défense des droits de l'homme. Donc il est évident en effet que ces phénomènes alimentent la crise actuelle, et qu'il convient de replacer la protection des civils au cœur des interventions, et de ne pas axer uniquement la réponse sur l'instrument militaire ou sur l'instrument policier. L'instrument de renseignement est important, le développement est essentiel également, bien entendu, tout comme l'intervention humanitaire. Tout à fait. Ronnie Broman, l'ONG Acted déplorait lors de sa conférence de presse du jour que la communauté internationale laisse les humanitaires seuls face aux violences. Elle a évoqué un statut pour les humanitaires. Vous en pensez quoi ? C'est une histoire ancienne, le statut des humanitaires. Dans les années 80, lorsque nous avons eu affaire aux premières attaques, en tout cas dans la nouvelle génération des organisations humanitaires, parce que les attaques contre les hôpitaux humanitaires, elles sont bien entendu beaucoup plus anciennes que notre génération. Mais disons que dans les années 80, en particulier en Afghanistan, sous les coups de l'armée rouge, plusieurs hôpitaux, notamment de Médecins sans frontières, avaient été attaqués, mais c'était arrivé également à Aide médicale internationale, à Médecins du Monde, et donc nous nous étions regroupés pour travailler avec l'aide de la Fédération internationale des droits de l'homme à un statut protecteur, un statut juridique un petit peu équivalent à celui des journalistes, donc garantissant que nous exercions une profession honorable et n'étions pas là pour soutenir des groupes subversifs, etc. En fait, nous nous sommes aperçus, ce serait long d'entrer dans le détail, que ce statut pourrait facilement se retourner contre l'action humanitaire, contre la liberté d'action. Et donc, nous l'avons laissé tomber. Ce n'est pas forcément la solution. Ronnie Broman, merci. Je rappelle que vous êtes médecin humanitaire, ancien président et actuel membre de Médecins sans frontières. Merci également à Niagale Bakayoko, présidente de l'African Security Sector Network.